Voilà, donc bonjour, je m'appelle Patrick Combe. À côté de moi, voilà, tous deux passionnés d'ufologie. Donc, qu'est-ce que l'ufologie? L'ufologie, c'est la science, entre guillemets, qui étudie les ovnis, objets volants non identifiés. Donc, on a chacun deux groupes, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'ai un site internet ovni-info.fr qui regroupe un forum, un site et une web radio. Et Monsieur Fauchereau? Moi, j'ai une association qui s'appelle l'AEPA, qui veut dire l'Association des phénomènes aériens, et qui a pour but simplement de faire des enquêtes. Des enquêtes auprès des témoins qui ont vu quelque chose. Bon, bien souvent, des fois, c'est des méprises, et ça, au départ, on ne le sait pas. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de faire une compilation pour en faire un catalogue sur l'ensemble du département. Et alors là, je jure que c'est long, puisque ça fait depuis 96 que j'ai commencé. Je suis à des centaines et des centaines de cas, aussi bien des cas récents, des cas anciens, des cas dans la presse que j'ai relevés dans la presse iconaise. Mais il y a beaucoup encore à faire. Et j'ai pas touché tout le monde. Je fais ça, par exemple, en collant des affiches, en me faisant connaître par le bouche à oreille, en faisant des articles dans les journaux, mais c'est quand même moins important. J'ai aussi des sites internet qu'on m'a fait par l'entremise d'une association de Paris qui m'a fait quelques sites internet parce que moi je suis pas équipé en informatique. Mais j'ai très peu de témoignages par internet, c'est surtout par le bouche à oreille. Alors donc c'est localisé à ma région d'Auxerre, parce que je réside à côté d'Auxerre. Et dans le nord du département, c'est un peu regrettable, mais j'ai pas beaucoup de témoignages qui viennent de la région de Sens ou des environs. Mais j'ai quand même déjà, vous voyez, pour vous donner une idée, tout ce que j'ai enquêté, là c'est des porte-vues qui font entre 180 et 200 pages. Là-dedans, c'est rempli d'enquêtes. Et des porte-vues comme ça, j'en ai 40. Alors 200 pages par 40, ça fait à peu près 8000 documents. Et alors pour publier tout ça, évidemment, ça va poser des problèmes. Mais ça, c'est simplement mes enquêtes personnelles. Après, il faut rajouter à tout ça, tout ce qu'on retrouve, par exemple, les enquêtes qui ont été décrites dans les livres comme ceux de Jean-Claude Bourret dans les années 70. Il faut rajouter tous les articles de journaux dans la presse. Alors, c'est un paquet épais comme ça que j'ai depuis les années 47. Ils ont commencé à en parler dans les années 47. Et dans Lyon, ça a commencé dans les années 54. Avec le fameux cas de Dige, surtout de Dige qui a mis un peu le feu aux poudres. Bon, Dige c'était peut-être une méprise avec un hélicoptère, un Bell 47, mais ça, si on se réfère au dessin des témoins, ça correspond pas du tout à un hélicoptère, le dessin qu'il a fait. Or que ce qu'on appelle les gens qui sont un peu sceptiques, les guibouletaires entre parenthèses, on emploie souvent ce mot-là aux États-Unis. C'est des gens qui sont des déboulonneurs, qui ne croient pas trop au phénomène ovni. Donc on misait sur l'hypothèse Bell 47, donc l'hypothèse de l'hélicoptère. Alors il y a toujours un problème à ce niveau-là, toujours actuellement, parce qu'il y en a encore qui croient au Bell 47, il y en a qui croient à la soucoupe volante. Donc c'est un cas qui a été connu mondialement, il a été publié jusque dans le courrier africain, et c'est ce qui dans le département de Lyon a mis le feu aux poudres. Après il y a eu d'autres témoignages, alors, vous voyez, jusque dans les années 91, 75, 78, ça va de 75, 76,
Et vous en avez comme ça qui ont été publiés, hein, peut-être à peu près, concernant le département de Lyon, entre 50 et 60 cas qui ont été répertoriés dans la presse iconaise, dans Lyon républicaine. Parce qu'il y a aussi le Sénonais libéré, qui était un journal du nord du département, qui a aussi publié mais il reprenait généralement ce que Lyon républicaine disait. Enfin, prenait les cas de Lyon républicaine. Voilà, pour vous présenter un peu ce qui s'est passé dans le département de Lyon. Mais là, surtout, ce que je fais, moi, c'est des cas qui sont inconnus, aussi bien de la gendarmerie, de Lyon républicaine, enfin du journal local, disons des associations, même des associations qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu quelques-unes dans le département de Lyon dans les années 68. C'est pas connu. Donc tout ça, c'est à publier, c'est à porter à la connaissance des gens. C'est pour ça que je fais partie aussi d'une association que j'ai trouvée intéressante qui s'appelle le Sceau. Le Sceau, c'est une association parisienne avec laquelle je travaille qui s'occupe d'archiver tous les documents OVNI des associations. Bon, ça c'est une association qui a 10 ans à peu près. Elle n'a pas touché tout le monde, mais moi j'ai trouvé ça intéressant parce que après bon, moi j'ai pas de descendance, je suis célibataire, donc c'est tout mon travail, je le donnerai au Sceau pour justement qu'il publie quelque chose sur ce sujet de Lyon, sur ces enquêtes qui ont été faites dans Lyon, puisqu'autrement, à part moi, il n'y a personne d'autre qui les connaît. Voilà, donc vous verrez après la conférence toutes les documentations, donc tous les témoignages qu'il y a eu, notamment dans Lyon et dans toute la France aussi. Là, dans Lyon, je vous en ai apporté quelques-uns de remarquables, comme on dit, hein, c'est des témoignages où, par exemple, on voyait un triangle, ou alors un gars qui m'a dit monsieur, j'ai eu l'impression de voir une ville au-dessus de moi, il a estimé ça la longueur à 1600 mètres, l'objet à 6600 mètres, 800 mètres de large, vous voyez, des trucs comme ça, qui ne sont pas, si vous voulez, par exemple, comparé à d'autres témoignages, des bouts. On peut confondre avec des météorites ou des choses comme ça. Ça, c'est beaucoup plus, je vous ai amené des choses qui sont marquantes aussi. Voilà. Donc on a différents témoignages, différentes observations, différentes formes. Donc on va commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'un OVNI. Un OVNI, ça veut tout et rien dire. C'est un objet volant non identifié. Et pour les scientifiques, on parle de PAN, phénomène aérien non identifié. Pour eux, quand on observe quelque chose, c'est une lumière généralement, donc ils ne considèrent pas tout de suite comme un objet. Donc OVNI à la base c'est UFO en anglais, Unidentified Flying Object. Donc un OVNI, dans les OVNI, il y a plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle tout ce qui est nuages lenticulaires, tout ce qui est phénomène météorologique, donc ça c'est connu. Donc ça, quand on enquête après, on en déduit facilement que c'était un phénomène météorologique, car les scientifiques travaillent avec les météorologues, l'armée, etc. Il peut s'agir aussi d'un éclair en boule. Il peut s'agir aussi de lumière d'une discothèque. Là aussi, c'est facilement repérable. La personne peut vous dire, tiens, hier soir, j'ai vu des lumières dans le ciel. On enquête. Et si on s'aperçoit qu'il y a une discothèque aux alentours et qu'il y avait des nuages ce soir-là, il y a de grandes chances que ce soit des lumières de discothèque. Donc là aussi, c'est facilement repérable. La nuit aussi, il faut faire attention si vous êtes à côté d'une voie ferrée où des TGV passent. La nuit, on voit des étincelles bleues, des lumières bleues passer donc à grande vitesse. Donc c'est les étincelles du TGV. Là aussi, après enquête, on s'aperçoit qu'il y a en fin de compte pas d'OVNI. Après, il y a aussi donc tout ce qui est météorite. Météorite, une fois qu'on a un témoignage, généralement une météorite, on a l'objet, puis une traînée derrière. Donc là, tout de suite, on a l'indice pour que ce soit une météorite ou une rentrée atmosphérique. Après, on entre dans deux catégories d'OVNI vraiment intéressantes, qui sont les avions militaires secrets, les prototypes militaires secrets. C'est-à-dire que tout le monde sait que quand l'armée, soit française, américaine, russe, développe un avion, il commence par créer un prototype. Ce prototype-là est toujours classé confidentiel. Je crois que les autres armées
sont au courant de cette technologie-là et ils le testent. Ils survolent plusieurs régions. Ils en font des avions. Et notamment pour les États-Unis, on est au courant une dizaine d'années après la création de l'avion. Par exemple, le F-117A, ça fait des années et des années qu'il existe. Et le public sait qu'il existe depuis quelques années. Et il y a une dernière catégorie d'OVNI qui sont vraiment, ce coup-ci, des objets volants non identifiés. C'est tout ce qu'on peut observer qui va au-delà de nos capacités technologiques. C'est-à-dire que on a des prototypes militaires secrets, d'accord, mais on est plus ou moins au courant de la technologie militaire. Même en extrapolant, bon, on peut se dire, bon, ils vont à Mach 6, là actuellement, officiellement, ils vont à Mach 6, c'est-à-dire ils vont à plus de 6000 km/h, difficilement, avec un drone. Donc, comme ils l'ont présenté officiellement, on peut penser qu'ils ont déjà un OVNI, un avion opérationnel qui va à Mach 6. Mais ce qu'on observe, ce que les témoins observent, c'est certains sont des OVNI qui vont à Mach 10, Mach 20, sans faire de bruit, en s'arrêtant d'un coup, en repartant, en faisant des virages à angle droit. Donc là, après enquête, on s'aperçoit que ça ne peut pas être un avion militaire secret. Donc il y a deux catégories d'OVNI vraiment à étudier. Ce sont les avions militaires secrets et les OVNI, donc c'est-à-dire les objets ayant une capacité technologique supérieure à la nôtre. Ça ne veut pas dire que ça soit d'origine extraterrestre. Là, c'est encore une théorie concernant leur origine. Il y a un service actuellement au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, une branche qui s'appelle le GIPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aériens non identifiés, qui regroupe plusieurs scientifiques et qui sont là depuis les années 70, 77 même, pour étudier scientifiquement les OVNI. Alors comment ça fonctionne? Un témoin observe un OVNI en France, il va prévenir, logiquement, il doit aller prévenir la gendarmerie prend son témoignage, dresse un procès verbal, c'est ce qu'on appelle comme ça. Ce procès verbal est envoyé au GIPAN, donc à Toulouse. Les scientifiques reçoivent ce témoignage et si, d'après eux, scientifiquement, ça vaut le coup de se déplacer pour faire une enquête avec des analyses et tout ce qui s'ensuit, ils vont se déplacer, enquêter, demander à l'armée s'il y a eu des détections radar, au service météorologique s'il y a eu un phénomène particulier, ou même aussi ils collaborent avec la NASA, avec tous les organismes qui s'occupent des rentrées atmosphériques, qui surveillent toutes les rentrées atmosphériques. Parce qu'il y a des fois où une personne voit un OVNI et il s'agissait en fin de compte d'un débris d'un satellite russe qui retombait. Excusez-moi de te couper. Par exemple, à Sauvigny-le-Bois, à côté d'Avalon, il y a une observation qui a été faite le 5-2-67 par monsieur Monin ou Morin, je ne sais plus, c'est Monin, je crois. Et donc, à cette époque-là, c'était le GEPA, mais c'était le GEPA, pas le GEPAN. S'il n'y avait pas le I, parce que ça a connu plusieurs dénominations, le CETRA, le GEPA, le GEPAN, avec le I, le fameux, ils ont rajouté d'information. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'était Claude Coher à l'époque, qui était directeur du GEPA. C'était donc dans les années 67. Voilà un rapport. Voilà ce que c'est. Ça correspond à, je sais plus combien de pages. C'est un rapport scientifique. Il y a peut-être 40 pages, à peu près. Vous pourrez le consulter si vous voulez. Ça, c'est un rapport scientifique d'une autorité scientifique sur un cas OVNI. Voilà, c'est le genre de rapport qu'ils font à partir d'un cas d'observation. Si vous voulez le consulter, vous aurez toutes les données. Là, c'est vraiment parce qu'à côté de moi, si vous voulez, par exemple, moi, je vais vous donner moi, c'est mes enquêtes que je fais, vous voyez. Ça, c'est vraiment une enquête poussée à fond, tandis que moi, ça comprend 1, 2, 3, 4, 5, ça comprend 6 pages à peu près. Donc, si vous voulez, c'est des rapports d'enquête réduits, primaires. C'est de première intention, alors que ça, c'est des trucs qui sont vraiment très poussés. Et vous avez tout, même les radars, les éco-radars, tout.
Mais nous, on ne dispose pas de moyens, évidemment, comme ça. C'est le problème. Voilà, en ufologie, il y a des scientifiques donc au GIPAN, et à côté il y a ce qu'on appelle donc les ufologues, amateurs ou professionnels, avec une association et on fait avec les moyens du bord. Voilà. Ouais. Donc sinon, donc comme je disais, donc j'ai un site d'information ovni-info.fr. Il est là pour relayer l'information, pour vous informer, pour répondre à vos questions. Et donc là, on a toutes sortes de questions. Par exemple, là j'en ai une sous les yeux. Vous pensez que les gouvernements ne s'intéressent pas aux ovnis? Donc il y a une personne qui pense que les gouvernements ne s'y intéressent pas. Et après étude du dossier OVNI, on s'aperçoit que les plus grands gouvernements, c'est-à-dire les gouvernements français, États-Unis, Chili, Russes, Grande-Bretagne, Australie, voilà, sont presque tous intéressés. Ils s'intéressent très sérieusement aux ovnis. Alors pourquoi on le sait? Ça, on l'a pas inventé. Il y a eu une loi, alors je sais plus quand est-ce qu'elle a été votée aux États-Unis, la FOIA. Je sais plus, mais ça fait il y a quelques années. 97. Qui a eu pour but d'obliger, entre guillemets, les organismes tels que le FBI, CIA, l'armée, etc., à déclassifier des documents qui étaient secrets à l'origine. Donc, on a eu accès à des documents officiels de l'armée, de la CIA, du FBI, etc. Et dans ces documents-là, on voyait très bien que le gouvernement prenait très au sérieux les observations d'OVNI, qu'il les étudiait très sérieusement. Et notamment, je reste toujours dans les États-Unis, dans le manuel, dans le guide des manuels des pompiers, il y a tout un chapitre concernant les ovnis. En résumé, dans ce chapitre-là, il est dit aux pompiers de ne surtout pas s'approcher des ovnis quand ils atterrissent et quand ils décollent, car il y aurait un risque de radioactivité. Ça, c'est une hypothèse, mais au moins, il y a quand même un chapitre sérieux dans le manuel pour les pompiers. Donc ça prouve encore une fois que l'étude des ovnis est prise très au sérieux. Donc depuis cette loi FOIA aux États-Unis, il y en a eu d'autres petites lois dans les autres pays qui ont permis de déclassifier des documents. Il y a même des armées, des gouvernements qui collaborent avec des ufologues. Par exemple, au Chili, je ne me trompe pas, au Chili, l'armée collabore sérieusement aussi avec les ufologues. Ils donnent libre accès, logiquement, à leurs documents, à leurs données radar. En Belgique aussi, ça s'est fait depuis l'observation de 90, voilà. Donc un triangle qui a été vu par des milliers de personnes, y compris des personnes de bonne foi, telles que des gendarmes, par exemple. Il avait été accroché au radar par des F-16, etc. Accroché au radar, voilà. Et avec un absolument aberrant sur le radar. Donc là, lors de ce type de témoignage-là, on a plusieurs sources d'informations. On a les témoignages, on a les radars, on a même des témoignages de pilotes. Quand c'est des témoignages de pilotes, c'est encore plus sérieux parce que eux, leur état de santé est forcément bon. Ils n'ont pas bu, ils n'ont pas eu d'hallucination. Donc quand on regroupe tout ça, on a une petite preuve vraiment une preuve entre guillemets scientifique de l'existence des ovnis. Donc, concernant les témoignages de pilotes, vous aurez aussi beaucoup d'informations qui seront mises à votre disposition, plein de témoignages de pilotes. Après, quand on étudie les ovnis, quand on commence à étudier les ovnis, on peut plus s'arrêter et ça prend énormément de temps. C'est une passion après comme une autre. Donc, moi et d'autres personnes du site et du forum, on a fait une analyse des observations, on les a regroupées. Donc, il y a certains sites qui les regroupent déjà et ils regroupent simplement les témoignages, donc à la suite. Et nous, on les a regroupés par rapport au département, aux années et aux mois. Donc, on a fait toute une étude statistique, on en a fait 2.
de deux sites provenant de deux sites différents. Le premier, la source des données provient du site ufoweb.free.fr, qui est une étude qui a été réalisée de 1950 à 1999 sur environ 700 cas. Et on a pu découvrir que il y a eu donc trois pics d'observation. Ça, je vous le mettrai à disposition après. 3 pics d'observation d'OVNI. Donc en 1954, donc là en France c'était un grand pic, ça faisait la une de tous les journaux. En 1976 et en 1998. Et on s'aperçoit que entre ces 3 pics, à chaque fois, il y a 22 ans d'écart. Donc est-ce un hasard ou pas? On verra après 98, on verra 22 ans après s'il y a un autre cas, un autre pic. Donc là aussi, ça pourrait tenter, ça peut permettre de montrer aux gens, aux scientifiques qui veulent pas s'y intéresser, qu'il y a quand même quelque chose à analyser. Même si après on s'aperçoit qu'il n'y a pas 22 ans, mais il y a quand même quelque chose à creuser. On a fait une autre étude statistique. Et là, ce coup-ci, c'était par mois, détaillé par mois et par département. Ça serait. Donc là, je vous le mettrai aussi à disposition. Donc là, c'est toujours du même site par contre. Et on a les 10 premières régions dans lesquelles il y a le plus d'observations en France. Sachant que c'est une étude qui a été réalisée sur 700 cas environ. Donc là, en premier, on a le Finistère avec 3,75% d'observations. La Côte d'Or vient en 5e position. Sachant, je rappelle une fois de plus, qu'il n'y a que 700 témoignages. Ce qui est peu. Actuellement, il y a un site qui en regroupe 3000 témoignages de façon sérieuse. Donc là, on est en train de pousser l'étude jusqu'à 3000 témoignages pour avoir une étude encore plus poussée. Donc je vous disais, il y a une autre étude, vous pourrez voir après, réalisée à partir d'un autre site qui récapitule des observations, notamment de 1947 à nos jours. Et là, on a obtenu plusieurs pics d'observation. Et là, ce coup-ci, cette étude, elle a été réalisée sur des observations mondiales. Et on a centralisé ça, on s'est occupé on a mis en valeur les observations en France, aux États-Unis et dans le reste du monde. Et on a obtenu différents types de graphiques. Donc là, on a tous les pays. Bon, là en jaune, ça se voit pas. Mais on voit sur d'autres types de graphiques où on superpose les observations de la France, des États-Unis et de l'ensemble des autres pays. On voit que les pics correspondent dans tous les pays en même temps. Il faut préciser que dans cette étude, les cas français arrivent en 2e position, derrière les États-Unis. D'accord. Parce que les États-Unis quand même sont. Oui, mais nous, on est en 2e position. On est en 2e. Sachant que peu de monde. Devant d'autres pays comme l'Italie ou la Grande-Bretagne. C'est vrai que les USA sont très loin de nous dans cette étude. Parce qu'il y a une. C'est remarquable. Voilà. Ouais. Il y a toute une culture ufologique aussi aux États-Unis. Donc là-bas. On peut dire qu'ils ont beaucoup plus de moyens au niveau des associations et tout ça, pour répertorier les cas, même les rapports de gendarmerie et tout ça. Par exemple, si tu vas au fin fond de l'Afrique, t'as pas la structure de gendarmerie pour récupérer les témoignages que tu vas en France, par exemple. Ça peut jouer aussi. Voilà, aux États-Unis, l'ufologie est entre guillemets acquise, quoi. Toute la population, peut-être 80% de la population sait très bien que les ovnis existent. Donc, si un Américain observe un ovni, il n'aura pas peur d'aller témoigner, d'en parler. Alors qu'en France, c'est encore un sujet assez tabou. On est à 45%, 43%, 45%, 43%.
qui s'y intéressent, qui considèrent que le phénomène OVNI est quelque chose d'intéressant. En France? Oui, en France. En France. 43%, 45%. Aux États-Unis, il y en a beaucoup plus. Donc, on va revenir justement concernant les observations, les témoins qui apportent leur témoignage publiquement. Donc pour ça, ils vont à la gendarmerie, et ça, il y a peu de personnes qui y vont. Or, le GIPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, donc des scientifiques qui étudient les ovnis, se base sur ces témoignages-là. Donc, ils n'ont pas beaucoup de témoignages. Ils sont en train de publier sur leur site, gipan.fr, leurs documents, leurs procès-verbaux, ainsi que leurs enquêtes, logiquement. Mais ça se fait petit à petit. Et je sais plus combien ils ont de... Sur Lyon, ils ont 3 cas. Sur Lyon, ils ont même 4. Ou 4. 4. Ils en ont peut-être 4. Mais 4... non, dans Lyon. Dans Lyon. D'accord. Dans le département de Lyon, ils ont 3 ou 4. Oui, non, 4. Vous voyez, il y a 8 cas. C'est des vieux cas, par contre. contre. Parce que nous, on a un membre... Ouais. On a un membre qui fait partie de notre association, Oui. qui connaît. Il est gendarme et ils n'ont aucune notice, ils n'ont rien du tout. S'il y a un témoin qui arrive, ils ne savent pas comment prendre le témoin. Ils n'ont rien. Ils ne savent pas, ils sont pas formés pour prendre les témoins. Ça, c'était avant, c'était du code du temps du GIPAN, pas du GIPAN. Alors que maintenant, récemment, je suis allé voir la gendarmerie à Vallon pour déposer un témoignage. La personne a su quoi faire. C'est-à-dire que le gendarme aussi s'intéressait aux ovnis lui-même. Ça dépend aussi s'il intéresse ou pas. Ça marche pas, la gendarmerie, mais ça va peut-être se mettre en place. Les gendarmes ne savent pas quoi faire. Parce qu'actuellement, le premier ne sait pas quoi faire. Les gendarmes. Ouais. Les gendarmes. Il faut pas reçu une instruction particulière. Oui, ils ont des feuilles dans le manuel. Moi, ça pose un peut-être que la champagne, je sais pas. Moi, j'ai vu des feuilles dans le manuel, il y en a une qui est dessinée en forme de secours. Il y a aussi des feuilles dans les aéroports, où ils savent où ils sont, etc. Non, il n'y a pas assez d'informations à ce niveau-là. Déjà, mais si par hasard il y en a un, ils savent pas trop ils savent pas quoi faire. Non, ils savent pas trop quoi faire. Même encore à l'heure actuelle, c'est un peu dommage. Aux États-Unis, c'est moins le cas. Ils savent tout de suite. Les gens, ils ont peur qu'on soit auteur, après, si voilà. Il y en a qui ont peur, qui vont même pas voir les gendarmes pour ça. Ah, bien sûr, oui. Oui, ils parlent, par exemple, il y en a qui me contactent parce qu'ils voient que je m'intéresse au phénomène OVNI. Ils disent, au moins celui-là, s'il s'y intéresse, il se moquera pas de moi. Tandis que le gendarme, il a même peur du gendarme, la peur du gendarme dans ce domaine. Mais il rencontre, le témoin rencontre un gendarme incrédule. Oui, bah oui. Parce que je vois le milieu de la gendarmerie, j'en connais qu'un qui vraiment et pour les témoignages, les autres, ils disent c'est des conneries. Alors, c'est pas possible d'avoir une enquête avec des gendarmes comme ça. Moi, le gars qui m'a dit j'ai vu une vie passer au-dessus de ma tête, il m'a dit j'ai jamais été à la gendarmerie parce qu'on m'aurait jamais fou, on m'aurait dit d'aller voir un psychiatre ou quelque chose comme ça. Et donc actuellement, le GIPAN publie leurs documents, mais ils ont peu... Documents anciens. Voilà, des anciens documents, voilà. Et actuellement, il y en a 4, je crois, ou 4 ou 5, 4 en Bourgogne. Vraiment en Bourgogne. Mais de catégorie D. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories après une enquête scientifique. Il y a la catégorie A, où après enquête, on sait l'origine de l'OVNI, c'est-à-dire c'est soit un phénomène de rentrée atmosphérique, soit un ballon sonde, etc. Il y a la catégorie B où on a des informations et on pense qu'il s'agisse d'un phénomène connu. On a la catégorie C. Je vais peut-être tromper. C'est la catégorie C. La catégorie C, c'est ils ont pas assez d'informations pour conclure. Mais la catégorie A, ils savent que c'est pas un ovni. La catégorie B, ils ont des informations et ils penchent sur certaines hypothèses, à 90% sûr. La catégorie C, ils ont pas assez d'éléments pour pouvoir s'exprimer sur l'observation. Et la catégorie D, c'est après étude et avec beaucoup de documentation,
ils n'ont pas réponse à cette observation-là. Donc les scientifiques, publiquement, disent, voilà, sur ces observations-là, après enquête et analyse, on sait toujours pas ce que c'est. Et en gros, en France, on a 20% de témoignages que le GIPAN a, qui ne sont, pour l'instant, totalement inexpliqués. Aussi, il faut comprendre les gens, parce qu'avec les grands télescopes qu'on a, pourquoi on les verrait pas dans l'espace? Alors, le problème, c'est, justement, les débunkers aussi nous disent, donc les personnes qui pensent que les ovnis n'existent pas, et qui détruisent les témoignages, qui ridiculisent les personnes, nous disent, si les ovnis existaient, les astronomes en verraient, les astrophysiciens avec leurs télescopes en verraient. Mais il faut savoir qu'un télescope, ça zoome énormément vers une petite partie du ciel. Donc si un ovni passait, on le verrait pas. Il pourrait passer en dessous, ça zoome sur une petite partie. Cependant, il y a quand même des astronautes donc, qui vont dans l'espace, notamment sur la station ISS, la station internationale, ou l'ancienne station, la station Mir. Il y a des caméras posées sur leur station pour voir justement les sorties des astronautes, pour les surveiller, voilà. Et on observe dans l'espace des lumières, voire des objets qui se déplacent. Des fois de manière groupée, de façon presque intelligente. Il faut savoir qu'avant, il y a plusieurs années, tout ce qui se passait à la NASA, donc tout ce qui était filmé, toutes les interventions que faisaient les astronautes avant, c'était relayé en direct sur leur site internet. C'était en direct. Et depuis quelques années, après l'observation d'objets comme ça en direct, ils ont retiré la possibilité de les voir en direct. Donc maintenant, voilà. Ils ont le contrôle. Voilà. Le son qu'on a, par exemple, la discussion qu'on a au moment où on l'entend, elle a quelques minutes de retard parce qu'elle est passée dans une chambre, on appelle ça une chambre noire, comme en photographie, et elle a été filtrée. Et si ils s'aperçoivent que quelque chose est dit, pas seulement sur les ovnis, mais sur autre chose, c'est coupé, c'est amputé. Et après, on a la version que une partie manquante. Ah, donc ça, c'est quand on s'y intéresse. On voit que tout ce qu'on entend dire sur les ovnis, en fin de compte, c'est assez vrai. Donc, il y a aussi le fait, vous allez peut-être me dire, le gouvernement donc s'y intéresse sérieusement. Ça, donc, on l'a vu. Même les gendarmes donc sont là logiquement pour recueillir les témoignages. Il y a les scientifiques au CNES qui les étudient. Donc, officiellement, là, on le sait. En mars, ils en ont parlé. Ils ont commencé à déclassifier leurs documents en France. Et vous allez me dire, mais pourquoi ils n'en parlent pas plus? Pourquoi ils ne disent pas plus d'informations concernant les ovnis, leurs origines probables, etc. On a un ancien responsable du GIPAN, à l'époque c'était le GEPAN, c'était monsieur Jean-Jacques Velasco, donc un des scientifiques qui étudiait les ovnis, qui a publié des livres où il disait, donc là c'était son opinion, c'était pas l'opinion du GIPAN, où il disait que après étude de ces cas, de ces quelques milliers de témoignages, lui il en a conclu que c'est l'hypothèse la plus probable concernant ces 20% d'inexpliqués, d'ovnis inexpliqués, était l'origine extraterrestre. Donc ça vient quand même d'une personne scientifique qui a étudié ces observations-là. Donc maintenant, pourquoi ne pas le dire à tout le monde que l'hypothèse la plus probable est d'origine extraterrestre? Tout simplement parce que, par défaut, ça c'est en sociologie, l'homme a peur de tout ce qui lui est inconnu, de tout ce qui lui est supérieur. Donc si demain, admettons au 20h, au journal de 20h à la télévision, on vous annonce, oui, les ovnis donc, sont d'origine extraterrestre, ils viennent nous voir depuis des années et des années, ils se sont posés régulièrement en France et dans d'autres pays, les gens vont paniquer. Parce que ils vont se dire, des extraterrestres viennent ici, donc ça veut dire que donc ils ont la capacité de voyager dans l'espace, donc ils ont une technologie supérieure à nous, donc ils ont forcément des armes plus puissantes que nous, donc ça y est, on est mort. Donc, en gros, c'est ça, c'est comme ça que le cerveau réagit. Ça, c'est la peur de l'inconnu.
Ça, c'est encore autre chose. Ouais. Il y a eu des abductions, ce qu'on appelle des enlevés. On y reviendra après. Donc, concernant la peur, faut aussi rajouter aussi toutes les sectes. Il y a aussi des sectes qui vont s'amuser, donc les gourous qui vont s'amuser à dire à leurs membres de se suicider, donc ça va créer une pagaille si on publie l'information publique comme ça. Donc, il faut publier l'information progressivement. Il y a des problèmes de religion aussi. Et des problèmes de religion aussi. Cependant, je sais qu'apparemment le christianisme, apparemment au Vatican, ils étudient aussi ils recherchent une vie extraterrestre, et ça ne leur dérangerait pas de trouver justement une civilisation extraterrestre. Ça ne changerait pas la religion du christianisme. Après les autres religions, je ne connais pas leur opinion, parce que c'est le Vatican qui a publié ça il y a quelques années. Les autres, je sais pas. Donc si certains d'entre vous le savent, l'opinion des autres. Donc sinon, il y a donc tout ce qui est témoignage d'observation d'OVNI, mais il y a aussi les abductions. Les abductions, donc ce sont des personnes qui se sont faites enlever par, on va dire, des OVNI. Donc j'ai vraiment identifié, mais ce que rapportent les témoins, pour eux, ce sont des extraterrestres. Pour le moment, nous, on ne sait pas. C'est qu'un témoignage, on n'a pas de preuves, on n'a rien. Comment? On n'a pas de? Il y a plusieurs personnes où ils ont eu mal. Bon, ils ont pas. Ça dépend. Je sais pas la proportion. Il y en a certains où ils ont eu des atoussements sexuels, parce que généralement, apparemment, les extraterrestres nous étudieraient entre guillemets. Et il y en a d'autres où ils ont visité, quoi. Voilà. Donc il y a d'autres personnes où ils ont visité leur vaisseau et éventuellement la planète. Si vous voulez en savoir plus sur les abductés, donc les enlèvements, il y a un monsieur qui s'appelle Bodovsky qui est venu à Châlons. Il a fait une conférence, c'était à Châlons en 2005, à Châlons en Champagne en 2005. Il a fait une conférence, ils en ont fait un DVD. Et lui, c'est sa spécialité. Mais il l'étudie aux États-Unis, ça. Tous les gens. Il est mis sous hypnose, hypnose régressive, il est fait parler, quoi, si vous voulez. Et donc, les gens disent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont suivi, etc. Donc, c'est assez bien résumé dans ce DVD-là. Moi, j'en connais pas d'autres qui soient. C'est celui-là. C'est le spécialiste. Ouais. C'est un spécialiste, celui-là. Marie-Thérèse de Brosse. Marie-Thérèse de Brosse. Aussi, oui, en France, oui. Marie-Thérèse de Brosse. Dans la même. Oui. Il y a aussi un DVD, oui. Il y a aussi un DVD, ouais. Oui, voilà, ouais. Oui, j'ai publié. Et les implants, ils sont style X-Files, comment? Alors, on va y venir aussi. Donc, il y a certains abductés, donc personnes qui ont été enlevées, qui reviennent sur Terre avec ce qu'on appelle des implants. Donc, généralement, c'est sous la peau, par exemple, dans le bras. Et on s'aperçoit que, en les retirant, il y a un spécialiste. Bon, là, c'est un Américain, c'est le docteur Lear. Robert Lear, qui est un chirurgien qui s'est spécialisé là-dedans, quoi, qui retire ces implants-là. Et quand il essaye de les retirer, on s'aperçoit que quand le chirurgien touche l'implant, ça fait mal à la personne. Or, il touche que l'implant. Donc, on s'aperçoit que l'implant est vraiment intégré après à la personne. En fait, dans ce cas-là, il se repérait que si on faisait pareil, les animaux avec des oiseaux. Voilà, un marquage. On sait pas encore à quoi ça leur sert, mais. Mais ils ont bien dû étudier les implants. Enfin, ils sont métalliques. Alors, ils sont mi-métalliques et mi-organiques. Il y en a qui sont organiques, après, des gangs organiques. Il y en a qui sont métalliques, qui seraient de la composition un peu qu'on rencontre dans les météorites, des choses comme ça. Vous en avez des photos? Ah, ils en ont. Alors, il y a des photos sur Internet. Oui. Vous tapez Dr Lear, OVNI ou abduction, et vous trouverez même une opération filmée, logiquement, si c'est pas un canular. Comme l'autopsie d'un extraterrestre de Roswell. Oh, ça aussi, on verra, ça c'est encore un autre domaine. Donc, vous voyez, là, on aborde vite fait plusieurs domaines. L'ufologie, c'est très vaste.
on peut pas tout connaître. Un ufologue ne peut pas tout connaître. Par exemple, moi, tout ce qui est abduction, je me suis pas encore informé à fond parce que c'est énorme, c'est un dossier énorme. L'affaire Roswell, c'est un autre dossier, un dossier énorme. Il y a aussi les crop circles. Ce sont des signes qui sont dans des champs. Donc c'est des blés qui sont couchés, tressés, sont dans des champs. Il y a encore d'autres choses. Ça, on les verra, on verra ça vite fait. Pour en venir donc à X-Files, vous en parliez. La série X-Files, donc c'est de la science-fiction. Il y a beaucoup de science-fiction, mais à l'origine, il se base quand même sur des faits réels. Je dis pas que tout est réel, que tout ce qui se passe est réel, mais il s'appuie sur des informations à la base réelles, plus ou moins réelles, et il rajoute beaucoup de science-fiction. C'est-à-dire que, il y a bien déjà des agents du FBI qui enquêtent sur les ovnis, ça, on a des documents le prouvant. On a bien la zone 51, qui est au Nevada, donc c'est une grande base militaire assez secrète, qui existe. Ouais, c'est comment là, c'est ça? La zone 51, officiellement, c'est là où ils étudient les nouveaux prototypes, où ils font voler de nouveaux prototypes. Mais la plupart des gens, apparemment, qui y vont et qui filment ce qui se passe, observent vraiment des ovnis, c'est-à-dire des lumières qui vont à des vitesses vertigineuses, qui s'arrêtent d'un coup, qui repartent, qui font des virages à angle droit. Et là, on se demande, est-ce que c'est vraiment un appareil militaire ou non, ça? Donc, on voit bien que la zone 51 existe, malgré ce que peuvent en dire les militaires américains. Parce que maintenant, on a, par exemple, le logiciel Google Earth, qui est, en fin de compte, les photos satellites de toute la planète. Et on voit très bien la zone 51, on peut la voir, on peut zoomer dessus. Tu l'as là, On voit, voilà. On voit tous les bâtiments. Et il y a un DVD qui... Et il y a un DVD qui est consacré. Une quoi. Par satellite. Par satellite. Elle est cachée. C'est tiré sur une CD par. Ah, si vous voulez, à l'entourée de colline, si vous essayez de, voilà, vous essayez de vous en approcher, vous en revenez pas vivant, rien là-bas, et tire à eux. Même si vous rôdez autour, c'est pas... C'est marqué, vous avez des pancartes, voilà. Vous avez des détecteurs de mouvement dans le sol et tout, des caméras et tout, c'est ça, vous êtes prévenus, hein. Ils ont le droit de tirer, hein, dans le règlement fédéral, ils ont le droit de vous descendre, si vous franchissez si vous survolez avec un avion la zone, vous avez deux Mirage, enfin pas des Mirages, deux F-16 qui viennent vous descendre s'ils le font. Et pour ce qui est de l'implant, l'implant. Alors l'implant, généralement, si je ne me trompe pas, c'est simplement sous la peau. Oui, des fois, c'est même jusque dans les muscles, une fois qu'ils ont mis au moins une fois 2 heures pour tirer. Dans le bras, par exemple, mais je sais que je crois qu'il y a un côté, c'est tout le temps du même côté, gauche ou droite, je crois. Je sais plus, ouais. À ce titre-là, je pense que vous avez dû voir dernièrement des différentes émissions concernant Mystère. Voilà. Là, il y a eu... Là, la saga de l'été sur TF1, Mystère, qui a été consacrée là aussi à l'ufologie et des implants. Donc là, on va faire une parenthèse sur la série Mystère. C'est peu banal qu'on ait une série sur TF1, une saga de l'été sur les ovnis, sur éventuellement les extraterrestres. Et là, on s'aperçoit que derrière, les producteurs ont fait quand même une vraie recherche sur l'ufologie. Parce que là, ils se basent sur des faits réels là aussi. Les implants, il y a bien des implants. Je sais pas si vous avez regardé justement cette série-là. Il y a un chirurgien spécialisé pour retirer les implants et il s'appelle Robert. Non, Robert Lear. Il y a plusieurs concordances. Il y a la base de, je sais plus en France, il y avait une base abandonnée où il y avait des silos nucléaires. Albion. Donc là aussi, ça se passait à Albion là-bas aussi. Il y a plein de faits à la base réelle. Donc là, quand on étudie ça, quand on voit plusieurs séries de ce type, au fil du temps, on pourrait se demander, tiens, apparemment, ils essaient de nous donner de l'information progressivement, de nous habituer à l'existence d'une civilisation extraterrestre. Comment? Ils en savent forcément plus que nous, puisqu'eux, ils ont le budget.
Et quand on s'intéresse au dossier OVNI, surtout aux États-Unis, il y a une très grande politique du secret concernant les OVNI. Donc, pour faire une autre parenthèse concernant un autre film, Men in Black, donc les hommes en noir, là aussi, les hommes en noir, donc c'est des personnes soit du gouvernement ou soit d'autres personnes, ils sont assez mystérieux, qui sont là pour menacer les témoins, voire les tuer, pour qu'ils ne disent rien, quoi. Les ovnis, quand on les voit, c'est la nuit, toujours. Alors, d'après les statistiques, c'est la nuit. Mais c'est logique. Statistiques aussi, c'est souvent l'été. C'est logique aussi parce qu'il y a plus de monde la nuit, l'été, qui dehors, en train de regarder le ciel, que l'hiver dehors. Au mois d'avril, mars, peu de monde est dehors le soir à minuit en train de regarder le ciel. Et puis le temps n'est pas forcément beau pour faire de bonnes observations. Voilà. On peut mal interpréter, comme dans les fumées, parfois on voit des visages, mais dans le ciel ça peut être le champ, on peut mal interpréter, parce qu'à force de vouloir voir, voilà, ouais. On peut... Alors là aussi, avec les témoignages, c'est après enquête, on s'aperçoit que, en fin de compte, c'était un nuage de forme lenticulaire avec le reflet du soleil, et ça pourrait faire croire à un vaisseau spatial, alors que après étude, c'était un nuage. Ce genre de cas-là, après enquête, on s'aperçoit très vite que c'est pas un ovni. Sinon, il y a des personnes aussi qui pensent que tout simplement, on a des personnes ayant vu des ovnis sont fous ou ont trop vu. Donc là, on leur répond tout simplement, allez voir les observations de pilotes d'avion, que ce soit pilotes militaires ou pilotes de ligne, Airbus, Boeing. Là, il y a plein de témoignages sérieux de pilotes. Généralement, une observation basique, je vais m'appuyer sur un témoignage qui était paru dans Lyon Républicaine en 95, en août 95. Là, ça se situait en Argentine, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, le 3 août 95. Donc, intitulé Un ovni perturbe le trafic de l'aéroport. Donc, ça se passait la nuit. Donc, je sais plus, ils disent pas l'heure, mais c'était la nuit, le soir, sûrement vers les 23 heures. Un avion de ligne, en fait, un Boeing, c'est un vol de l'Aerolíneas Argentina en provenance de Buenos Aires avec 102 passagers et 3 membres d'équipage. Donc ils étaient en train de faire une manœuvre d'approche pour atterrir, donc la nuit. Donc dans la ville, toutes les lumières étaient allumées, la piste était éclairée, je sais pas si vous avez déjà vu les pistes éclairées la nuit, et l'avion, donc un type avion de ligne avec 102 passagers, commençait sa phase d'atterrissage. Donc quand un avion de ligne atterrit, il est assez bas et va à une vitesse très faible pour atterrir. Et sa manœuvre d'approche est assez longue. Et dans sa manœuvre, le pilote a observé d'un coup une boule de lumière arrivant face à lui, et cette boule de lumière s'est arrêtée à je sais plus combien de mètres devant lui. Donc c'est une centaine de mètres, voilà, devant lui. Donc le pilote a dû faire ce qu'on appelle une manœuvre de fuite. Donc ça c'est du langage de pilote. Manœuvre de fuite, c'est ce que font les pilotes de l'armée quand ils sont en situation de combat. Logiquement, je sais plus exactement ce que c'est, mais ça va être un dégagement pour éviter l'appareil. Donc imaginez un avion de ligne là, un ovni ici à une centaine de mètres, l'avion de ligne en train d'atterrir, enfin en phase d'approche d'atterrissage, le pilote fait une manœuvre d'évitement, une manœuvre de fuite, donc ça fait basculer l'avion de ligne qui n'est pas équipé pour faire ce genre de manœuvre-là, habituellement. Il a réussi à faire sa manœuvre, à éviter l'appareil, il s'est replacé, il a refait un tour, l'avion s'est replacé pour atterrir. Pendant ce temps-là, l'OVNI, la boule lumineuse, a suivi
l'OVNI à côté de son aile gauche ou droite, en fait, peu importe, il l'a suivi. Donc, ça montre qu'il y a quand même une certaine intelligence derrière l'appareil pour le piloter. L'avion a rentamé une nouvelle phase d'atterrissage, et là, toutes les lumières de la ville, y compris de la piste, et tous les appareils électroniques de la tour radar, de la tour de contrôle, se sont éteints. Même précisément concernant les appareils électroniques de la tour de contrôle, les aiguilles, tous les appareils devenaient fous. C'est-à-dire qu'il y avait une perturbation électromagnétique et plus d'électricité, donc plus de lumière. Donc l'appareil a dû redécoller, remettre les gaz pour, entre guillemets, redécoller. Il a attendu, je sais plus, quelques minutes, donc en tournant autour de la ville, en attendant que les lumières reviennent, avec l'OVNI qui le suivait aussi. Quelques minutes après, l'OVNI est reparti en direction des montagnes, je sais plus comment elles s'appellent là-bas, les montagnes. En tout cas, l'OVNI est reparti en direction de montagnes, il y a des montagnes par là-bas. Et une fois l'OVNI reparti, toutes les lumières de la ville, de l'aéroport, tous les appareils électroniques de la tour de contrôle se sont mis en marche sans problème. Et le pilote donc a pu atterrir tranquillement. Donc là, quand on a ce type de témoignage-là, il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Il y a, quand on dit ça à un scientifique et que le scientifique il vous dit c'est pas intéressant à étudier, il y a quand même une menace dans la sécurité aérienne. Donc il y a quand même une étude à faire. Donc c'est pour ça que l'armée l'étudie sérieusement. Une fois, il n'y a pas un avion, un bombardier furtif qui entre en collision avec un OVNI? J'en ai pas entendu parler. C'est aux États-Unis, j'ai vu ça dans un magazine, ça s'appelle Sci-Fi. Alors Sci-Fi, je l'achète pas. Il y en a tellement. Sci-Fi, il y a 3 numéros. Ouais, 3 numéros, dans le premier. Et c'était où? Alors là, je ne me rappelle plus du tout. C'était aux USA. Et puis, on devait pas retrouver des débris de l'OVNI. Ah, c'est peut-être la Fermentaine, tu parles où? Ou l'enfer, Vite fait, moi j'ai... Ça fait il y a plusieurs années. Oui, assez. Je crois les années 80. Parce qu'il y a la Fermentaine, un capitaine Montaigne qui, à bord d'un Mustang, avait suivi une boule lumineuse énorme, et puis son avion s'est désintégré en vol, on a fait le pilote mort sur le sol. Voilà, donc il a dû pourchasser l'OVNI, et officiellement, il est mort, et puis le pilote a pourchassé la planète Vénus. Oui, officiellement. Donc pour un pilote, pourchasser Vénus, ça va pas du tout. Les pilotes connaissent très bien le ciel, et heureusement d'ailleurs. Ils arrêteraient pas de chasser. Ah, voilà. Donc après, dans l'ufologie, il y a plusieurs domaines. Donc il y a aussi l'affaire Roswell. Donc l'affaire Roswell, vous pouvez présenter, je vais voir en attendant l'affaire Roswell, c'est... brièvement. Je la connais pas tellement bien parce que moi je suis plutôt spécialisé dans le département de l'IA. J'ai étudié ça il y a longtemps. Mais c'était un crash de soucoupe volante apparemment qui a eu lieu à Roswell, à côté de la ville de Roswell. Sur un ranch de... Comment ça s'appelle déjà? C'est Mark Brazel. Donc c'était en juillet 47. En juillet 47. Et puis, l'armée a fait une enquête, elle est venue, et puis tout de suite, elle a été publiée avec le bureau du shérif, un communiqué comme que une soucoupe volante s'était écrasée. L'armée s'en est mêlée, puis elle a dit, en gros, non, vous êtes complètement trompé. Elle a mis des preuves qui étaient discutables, très discutables. Les ballons de sonde, vous savez, c'est des ballons de sonde qui sont fabriqués avec des sortes de feuilles métalliques. Entre les deux couches de feuilles métalliques, il y a des comment on appelle ça? C'est des bâtons de Balzac, quoi. Du Balzac, c'est du voilà, Balzac, voilà. Puis elle a présenté les fragments de la soucoupe comme étant des feuilles métalliques d'aluminium. Voilà, ouais, en gros, c'est ça. Et les ballons de sonde, c'était les ballons Google, qui étaient destinés à l'étude des observations, des détections des explosions atomiques.
Alors, elle a dit c'est des réflecteurs de ballons sondes, c'est tout ce que c'est. Or que apparemment il y avait des traces du crash, il y avait des traînées dans le sol, l'air brûlé, etc. Et un ballon de sonde. Et il y avait énormément de débris sur je sais plus combien de mètres carrés. Oui, et puis alors de là, on s'en est suivi qu'il y a des personnes qui ont dit c'était l'officier de renseignement. Comment il s'appelle déjà? Ah, là, je sais plus. Par contre, il y a tout un dossier sur Roswell. Le fameux officier de renseignement. Là-haut? Non, c'était pas lui. Et il avait donc dit aussi qu'il y avait des créatures extraterrestres, donc, et que ces créatures avaient été autopsiées, ce qui a donné suite à ce fameux film de l'autopsie de la créature de Roswell, et qui était là, apparemment un pur montage. Mais qui a très bien fonctionné, puisqu'il y a environ 3 mois sur RTL, j'ai entendu un journaliste dire ne nous ramenez pas encore cette histoire de Roswell, il a été prouvé que c'était une arnaque. Donc on peut dire justement que depuis des années 80, parce qu'en fait, il y a 2 affaires de Roswell, celle de 48, 47-48, et celle des années 80, qui est un montage. Et on s'est servi de celle de 80 pour réussir à effacer celle de 47. Et aujourd'hui, dans la mémoire, je suis sûr que notre jeune ami a ça en tête, il parle de l'affaire de 80 et pas de l'affaire de 47. Et à chaque fois, on ouvre sur le coup, c'était une arnaque. Oui, ça, on reconnaît que c'était une arnaque. Et c'était absolument évident. Il y a eu plusieurs rapports de l'armée, des grands rapports pour nous prouver que c'était tout simplement un ballon. Alors que... si tu veux en savoir plus, le grand spécialiste de l'affaire Roswell en France, il s'appelle Gildas Bourdet. Monsieur Gildas Bourdet. Il a fait une conférence. Et il y a eu une conférence aussi, il y a le DVD. Il a fait beaucoup de livres sur le sujet, tu trouveras tout ça aussi sur Internet. Tu tapes Gildas Bourdet, tu vois. C'est quand même bizarre qu'après Roswell, qu'après 47, que l'aviation, c'est... Enfin, ils ont beaucoup évolué en très peu de temps quand on regarde. Il y a un problème, il y a Jean-Gabriel Vellet qui disait que le problème des fibres optiques, je ne sais pas si c'est vrai, il n'y avait jamais eu de brevet de déposé. Et qu'il aurait pu le trouver. Ça, je sais pas. Je ne sais pas si à l'origine, c'est... Ils auraient pu le trouver dans les affaires... à l'origine, c'est pas du pilote grêlé. Cette information-là a été dite par monsieur Bob Lazar. Bob Lazar qui aurait travaillé à la zone 51 et qui aurait justement étudié, entre guillemets, les épaves du vaisseau extraterrestre. Mais là, le problème, c'est qu'il a donc eu son témoignage sous serment et sous détecteur de mensonges. Et après, si mes souvenirs sont bons, il s'est avéré qu'il avait menti sur ses diplômes. Ça, on l'avait détecté. Mais concernant son autre témoignage, concernant son étude dans la zone 51 et tout ce qu'il a fait, apparemment, il n'aurait pas menti. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore exactement. C'est comme dans... c'est un film qui a été tiré d'une histoire, c'est Dark Sky, non. Fire in the Sky, je sais plus. Ça remontait à des enlèvements... Personne ne voulait les croire et puis ils ont été passés des détecteurs de mensonges et puis... Ah, c'est l'affaire... C'est l'affaire du Canadien, là. Travis Walton, voilà. Oui. C'est un bûcheron. Un gars qui était bûcheron, qui a vu une soucoupe en revenant un soir, qui s'en a approché, qui a reçu un faisceau de lumière, qui a disparu. Ses copains, ils ont été prévenir le shérif. Ils sont passés au détecteur de mensonges tous, et tous disaient la vérité. Et puis, il est réapparu par la suite dans une ville, je ne sais plus si c'est dans sa ville ou dans une ville à côté, et puis il a raconté son histoire, la personne ne voulait croire. Il a fini ermite dans un mot, un truc comme ça. Il a pu parler de toute son histoire. Mais il y a eu un autre témoignage. Il y avait aussi le caporal Valdés. Donc c'était en Amérique du Sud, au Chili, voilà. Donc c'était un groupe toujours de l'armée, je sais plus. Oui, c'était caporal. Donc je pense que ça se passait plutôt le soir, la nuit. Et ils ont dû entendre du bruit, je sais plus exactement. Mais en résumé, le caporal, donc ils ont entendu du bruit. Le caporal Valdés a dit à ses troupes de rester en position. Il est allé voir ce que c'était. Il y a eu une lumière, et lui, il a disparu. Il est revenu, je crois, deux jours plus tard, en gros, avec une barbe d'une semaine. Voilà. Donc on a ce genre de témoignage-là. Bon, c'est-à-dire il y avait une lumière,
Bon, c'était sûrement blanche. Ah, ça qui descendait comme ça au sol ou qui t'arrive? Non, c'était dans un bois, donc je sais plus, c'était une lumière dans le bois, je sais plus exactement. Vous pouvez faire une recherche, après tous les ordinateurs seront mis à votre disposition pour faire des recherches, on verra, tapera Caporal Valdez et puis vous trouverez plus d'informations. C'est-à-dire qu'il a disparu pendant 2 jours et il est revenu avec une barbe d'1 semaine. Donc là aussi, ça prouve bien qu'il y a quelque chose à étudier. Ah. Il y en a qui disent que dans les trous noirs, le temps il peut soit s'accélérer, soit ralentir, puis il y en a qui disent que les soucoupes volantes ils pourraient passer par les trous noirs. Ah, ça a été unique. Ça, c'est encore autre chose. Ça expliquerait ça. Ils pourraient pas passer dans les trous noirs, mais plutôt dans les trous de verre. Et là, et voilà, la théorie des corps, c'est encore autre chose. Mais on en revient à une autre série, donc on reste toujours dans les séries. Là, on va passer à la série Stargate, qui est une grande série que je suppose que tout le monde connaît. Il y a eu un film aussi. Je suis plus connecté. Voilà. Donc, la série Stargate, donc il y a eu le film, et il y a eu la série. Donc je parle de la série SG1, donc Stargate SG1, la première série. Donc, pour ceux qui connaissent pas, l'armée et des habitants de l'armée découvrent une porte, c'est un cercle métallique en Égypte, enfoui, et cette porte-là a été créée par une civilisation extraterrestre qui est venue il y a des milliers et des milliers d'années, donc sous le nom d'Apophis, etc. Donc c'est les grands dieux de l'Égypte. Les anciens. C'était encore autre chose. Et serait venu sur Terre. Donc ça, mais apparemment, d'après la série, donc ce serait pas cette civilisation-là qui aurait construit cette porte-là, mais encore une autre civilisation encore plus ancienne, appelée les Anciens. Donc, il y aurait une porte. Donc il y a une porte qui permet de voyager à des milliers et des milliers d'années-lumière de la Terre pour atterrir sur des milliers et des milliers d'autres planètes qui possèdent eux également des portes. C'est un peu le principe de la téléportation. C'est pas le fait que j'y crois ou pas, c'est que la série en parle. Après, les scientifiques ont étudié, ils connaissent ce type de porte. Enfin, ça dégage de l'énergie et en fin de compte, ça crée ce qu'on appelle un trou de verre. Ça, c'est les scientifiques qui expliquent ça. Ça crée un trou de verre. Donc, Stargate se base sur la science. Eux, ils peuvent, c'est la science, la science-fiction, ils peuvent créer des trous de verre. Nous, pour l'instant, on peut pas en créer parce que ça demande une énergie colossale. On pourra voir après que cette énergie colossale, on peut la produire. Donc, les trous de verre, là, une porte de type Stargate, c'est pas de la science-fiction. D'ici peut-être 50, 100 ans, ça se trouve, on pourra construire une porte. Bon, ça sera plus petit, mais ça reste possible. Théoriquement, c'est possible. Et ça permet de voyager instantanément d'un point de l'univers à un autre. Voilà. Dans Stargate aussi, il y a d'autres technologies qui existent. Il y a par exemple les technologies de l'Atokra. Donc l'Atokra, ils utilisent, ils vous mettent un petit appareil sur la tête et ça permet de voir, de lire dans vos pensées, de communiquer. Donc ça, on aurait à peu près ce type d'appareil-là. Il y a une autre technologie qui serait de relier notre cerveau, nos pensées, à des appareils électriques, comme par exemple un ordinateur, un avion, un bateau, pour le commander par la pensée. Ça existe, ça a été développé surtout pour les personnes handicapées. Je vois, il y a quelques années, ils en ont parlé à la télé. C'était un handicapé, il pouvait plus bouger. Et il a pu piloter un bateau par la pensée. Il était relié avec des capteurs sur la tête à un ordinateur, et puis quand il pensait gauche, le bateau allait à gauche, etc. Même il y a des recherches qui sont faites pour les pilotes de chasse actuellement. Communiquer diriger leur avion par la pensée. Les ondes cérébrales. Parce que ça va beaucoup plus vite encore, ils gagnent beaucoup plus de temps que de passer leur temps à chercher sur l'écran radar, etc. Quand il faut qu'ils regardent l'écran radar, ils perdent quelques millièmes de seconde, mais à une vitesse fantastique.
je sais pas combien, Mach 2, c'est énorme le temps qu'il perd. Voilà. Donc avec la pensée, ça va encore plus vite. Pour les pilotes, avec des avions avec pilote, on va pas plus haut que Mach 3. Mach 3, après, le pilote, il supporte pas. Même avec des combinaisons anti-G, il supporte pas. Alors maintenant, Stargate, c'est vrai que ils ont, ils sont basés sur ça que les pyramides serviraient de base d'atterrissage à des... Alors ça, on sait, ça, c'est sûrement tout simplement de la science-fiction. Non, parce que... C'est pas forcément, on n'a aucun... Roland Emmerich, le producteur du film, et dans le bonus du DVD, il dit qu'il s'est servi d'un article de presse. Alors, je l'ai pas croisé l'article. Acheter le DVD, puis vous verrez. D'accord. Par contre, les pyramides en elles-mêmes, les pyramides de Khéops, on sait toujours pas comment elles ont été construites. Si, soi-disant qu'ils faisaient rouler des pierres sur... Soi-disant. C'est des hypothèses. Mais ils en sont pas sûrs. Il y a toujours il y a à un moment donné, à chaque fois, ça bloque. Dans toutes les hypothèses, ça bloque. Mettons, ils avaient pensé à amener des blocs de pierre et les mettre en faisant le tour de la pyramide à chaque fois. Mais le problème, ça crée des pentes à chaque fois de plus en plus haut, plus on va en haut de la pyramide pour mettre les blocs de pierre. Et les personnes ne pouvaient pas les tirer, ne pouvaient pas les mettre amener là. Aussi, il faut savoir que les blocs de pierre, ils sont allés les chercher, je sais plus à combien de kilomètres de là. Là aussi. Il y a certaines galeries, même des petits couloirs, qui sont taillés, les archéologues ont dit ça, taillés comme si ça avait été taillé au laser. Il y a des archéologues qui sont allés sur place et qui ont dit ce genre de choses-là. Pour l'instant, on ne sait pas. On pourrait se dire, mais pourquoi une civilisation extraterrestre plus avancée que nous, puisque pouvait voyager dans l'espace, pourquoi ils ont construit quelque chose en pierre? Pourquoi ils n'ont pas fait quelque chose de plus technologique? Tout simplement parce que la pierre, regarde dans toutes les civilisations, tout disparaît, qu'est-ce qui reste le plus? C'est la pierre. Voilà, puis les vestiges en pierre qui restent même depuis l'archéologie, c'est basé surtout sur les vestiges en pierre. C'est ça qui dure au niveau du temps, c'est ça qui dure le plus longtemps. Pour ce qui est des signes, alors oui, donc les crop circles. Donc crop circle, c'est des cercles des cercles coupés. Crop circle, cercle de blé. Cercle de culture. Et donc c'est dans des champs généralement de blé, on voit des figures géométriques apparaître en quelques heures. C'est-à-dire que vous passez à côté d'un champ, quelques heures après, vous passez à côté du même champ, il y a un cercle. Ce cercle-là a été réalisé, c'est-à-dire quand on va dans le cercle, on s'aperçoit que les tiges de blé ne sont pas cassées, elles sont couchées et tressées. Donc, quand vous y allez, vous ne pouvez jamais aller, apparemment c'est comme un tapis, c'est tout plat, c'est tressé, et c'est gigantesque. Tressés? Ouais. Les soudés sont tressés? Apparemment ils sont tressés, ouais. Ça veut dire qu'en fait, le bas du vaisseau est tourné comme ça. C'est-à-dire vous avez le blé comme ça qui est debout, vous avez une partie du blé qui est posée comme ça, une autre comme ça, et puis une autre comme ça, et une autre comme ça. Qui se superposent, voilà. Comme un canevas. Et on s'aperçoit que, alors là pour l'instant on parle pas de vaisseaux extraterrestres, on fait un constat, il y a des crop circles, on va les voir, on les étudie, et on s'aperçoit non seulement les tiges ne sont pas cassées, elles sont tressées, mais qu'à un certain endroit, je crois, là où ils sont pliés, il y a un nœud, on appelle un nœud, où l'intérieur c'est cuit, c'est-à-dire que ça a cuit à l'intérieur. Radioactivité. Pour radioactivité, après étude, ce serait des micro-ondes. C'est-à-dire qu'il y a même un scientifique, par exemple le scientifique Jean-Pierre Petit, on en reparlera plus tard, qui nous a montré que prenez des tiges de blé, on fait l'expérience, mettez-les dans le micro-ondes et vous verrez, on verra au même endroit le petit nœud cuit. Voilà. Donc quand vous parlez de crop circle dans la rue, vous allez entendre des personnes qui vous disent bon, ça c'est des circle makers, ça comme ça, donc des personnes qui ont eux-mêmes, comme vous et moi, créé ces cercles-là dans le champ.
Donc eux, leur méthode, c'est, en gros, ils prennent, je caricaturise, hein, ils prennent une planche, une corde, ils sont à 2, 3 ou même plusieurs, parce qu'il faut faire des trucs, et puis ils les couchent comme c'est des pieds, donc ça casse le blé, ça les tresse pas, et il n'y a pas de nœud cuit dans les tiges. C'est pour ça qu'on repère assez facilement les vrais crop circles des faux crop circles. Des fois, on remarque qu'il y a des insectes qui sont complètement fondus sur les tiges de blé. Comme s'ils avaient subi un échauffement à je sais pas combien de degrés. Je sais pas combien un insecte ça cuit. Alors, donc, parce que les micro-ondes, qu'est-ce qui sert à chauffer la nourriture, c'est dans les fours. C'est des ondes qui cuisent les aliments. Donc ça dégage un effet calorifique. Et ben les insectes sont cuits, les nœuds sont cuits. Donc c'est pour ça quand on a fait cette constatation-là, on a pensé que ça pouvait être des micro-ondes, ce qu'on appelle les micro-ondes pulsées. Alors évidemment, l'armée, c'est ce qu'on appelle ça dans son arsenal, qu'on appelle dans les armes un faisceau de particules, comme les rayons X, les rayons gamma, les ondes, les micro-ondes, enfin les lasers, les masers, etc. Et là, les micro-ondes, c'est des masers, je crois. Alors là, je suis pas spécialiste. C'est ça, vous savez pas? Si, c'est ça. En fait, les fameuses, c'est des fréquences. En tout cas, ça vous montre que l'ufologie, c'est très vaste. Quand on s'intéresse au dossier OVNI, il faut s'intéresser à d'autres types de sciences, à l'astronomie, à l'astrophysique, à la cosmologie, qui permet de voyager dans l'espace, à l'aéronautique, à plusieurs choses. Ça touche beaucoup de choses. Ça touche toute l'archéologie. Même ce qu'on appelle l'archéologie, on en a fait une branche, l'archéologie mystérieuse. C'est Eric von Däniken qui a travaillé là-dessus. Donc on est dirigé vers les fameuses pentes de Nazca. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Vous avez dû entendre parler de ça, des pentes de Nazca. Vous savez, ces lignes géométriques au Pérou qui ressemblaient à des pistes d'atterrissage, des choses comme ça. Alors donc, on retombe dans ce qu'on appelle l'archéologie mystérieuse. Il y a des énigmes archéologiques, on se demande si par exemple, on constate sur des peintures très très anciennes des dessins de cosmonautes, par exemple, qui correspondent ils pourraient être des cosmonautes actuels. Ça pourrait être des dessins, si on faisait le dessin d'un cosmonaute actuel, c'est exactement la même chose. Donc, on se pose des questions. Alors, bien sûr, c'est pas vraiment résolu, mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi par le passé des contacts entre notre civilisation, enfin ces civilisations-là et d'autres civilisations qui vivent de l'espace? C'est toute une question, toute une énigme. Pour en revenir au crop circle, votre théorie elle tient pas, parce que j'ai eu un anti-file numéro 3, qu'ils ont trouvé des crop circles mais sur de la glace. Il y en a eu sur de la glace, ouais. Sur la glace, ça aurait fondu automatiquement. Il y en a eu sur de la glace, mais je sais plus après étude, c'est sur le forum. Au Québec, je crois. Sur mon forum, il y a une personne qui a mené les études, et je crois qu'on voit des traces de pas à l'intérieur. Ouais, après étude. Donc apparemment, ça serait pas, voilà. Donc apparemment, ça serait une personne qui a fait ce cercle-là. Et il y aurait des cercles dans du sable, et qui resteraient du cercle malgré le vent, apparemment. Ça, c'est Marie-Thérèse de Brosse qui en avait parlé. Il y aurait apparemment des cercles aussi, juste des ronds, dans le sable. Et malgré le vent, ça reste, apparemment. Mais ça aurait été des humains qui auraient fait ça, parce que ils faisaient ça quand la couche de glace, elle faisait je crois, c'était 4 cm d'épaisseur. Ils disaient que si un humain marchait dessus, même un enfant, un singe, n'importe quoi, ça tiendrait la pas. glace, elle briserait sous toi. Donc, c'est alors, j'ai un dossier là-dessus, des personnes ont étudié vraiment à fond ce dossier, donc là je suis plus connecté, on va le voir sur un autre ordinateur après. Et c'est tous les 3 ans, il dit, enfin, c'était la période, je crois que c'était 3 ans, puis il y a une base qui s'installait pour étudier, pour attendre. Pour voir s'il y a d'autres... Ouais, s'il y en a d'autres et... En Angleterre, ça se fait beaucoup, même l'armée s'en occupe des crop circles. Dans ce bouquin-là, par exemple, non, c'est pas ce bouquin. Il y a un crop circle. Si, c'est celui-là. Quand vous voyez un dessin comme ça, imaginez quelqu'un qui peut faire ça. Ou même un groupe d'individus sans se faire. Voilà. C'est énorme. Faut savoir, entre parenthèses, envoyer un petit ce crop circle-là, d'accord, mais
dans la série Mystère. Enfin, il y a vraiment le même crop circle, c'est pas je crois que celui-là, mais alors, il y a celui-là. On peut se poser des questions. Alors qu'est-ce qui fait ça là? On peut aussi, il y en a qui se sont posé la question en se disant c'est l'armée qui fait tout ça en faisant des expériences. Par exemple, il y en a même qui ont été amenés à dire c'est tout simple, c'est simplement que l'armée a trouvé une nouvelle arme, donc les fameuses armes à faisceau de particules, et puis elle se sert de ça, des champs boulés, pour montrer aux autres puissances de quoi elle est capable, avec telle précision, de faire ce genre de choses avec des micro-ondes, par exemple. Ça ferait une sorte de salon de l'armement, si vous voulez, dans les champs de blé, pour ces armes-là. Bon, ça c'est discutable. En fait, vous pensez que c'est celui qui fera le plus gros en fait, entre les gouvernements. Ben, il y a aussi, une hypothèse. Il y a eu des hypothèses qui ont été formulées, des étudiants en art qui se lançaient des défis par internet ou autre, et qui réussissaient, c'était à celui qui ferait la plus belle figure, si vous voulez. La nuit, il y en a qui l'ont fait. D'Oxford ou Cambridge qui se lançaient des défis comme ça. Puis ça s'est fait sur toute la planète, après ça s'est généralisé sur la planète. Pour savoir qui est-ce qui fait la plus belle figure dans un temps de nuit. Bon, il y a eu des cas comme ça, il y en a qui sont d'origine humaine, mais tous n'ont pas d'origine humaine. Je me rappelle aussi qu'il y avait un certain niveau d'énergie. Dans les champs de blé, oui. Il y en a, vous savez, qui sont allés, ça s'appelle la géobiologie. Vous savez, avec des baguettes, je sais pas si vous avez vu, il y en a qui tiennent des baguettes comme ça, à angle droit. Ou simplement le pendule, c'est le même principe, c'est la radiesthésie. Et quand ils avancent, dans certains crop circles, les baguettes qui sont bien droites comme ça, c'est des personnes qui ont généralement un dos en radiesthésie. Et les baguettes se mettent comme ça. C'est à des nœuds bien précis, qui correspondent à des endroits du sol bien précis. Alors ça correspond aux lignes de Hartmann, des choses comme ça, je sais pas si vous avez déjà entendu ça en géobiologie, mais vous pouvez le faire sans passer par les crop circles, hein. Vous pouvez l'avoir aussi dans votre jardin, ou sur n'importe quel bout de terrain, vous avez des lignes comme ça. Est-ce que ça correspond, est-ce que c'est spécifique des crop circles, ou est-ce que c'est spécifique du sol qui est en dessous? Il y en a qui ont vu des mouvements de leurs baguettes dans les crop circles. Alors, est-ce que c'est dû au crop circle par eux-mêmes? Je sais pas. Voilà. Donc là, on va faire une pause. Oui. Ouais, mais encore une question. Notre théorie de tout à l'heure, qu'avant on aurait pu être en contact avec d'autres civilisations. C'est possible parce qu'ils ont vu dans des grottes qu'il y avait des hommes historiques, ils ont fait dessiner des dessins mais qui représentaient oui, ce qu'on appelle des humanoïdes, c'est ça, non? Voilà. Qui ne représentaient pas des humains, mais des humanoïdes qui avaient la forme, par exemple, qui avaient 2 bras, 2 jambes, mais qui avaient une tête un peu bizarre ou des choses comme ça. Ou des géants. Des géants, voilà. À Sidi, c'est comme ça. C'est comme ça, au Maroc. C'est au Maroc. Tassili. Je confonds avec ça. Avec une grotte en Ouzbékistan. Oui, à Tassili. Ils ont fait des découvertes comme ça. Alors ça remonterait finalement, si on veut, le phénomène ovni, ça remonterait très très loin. C'est-à-dire qu'on le connaît dans la presse, on le connaît depuis l'affaire Roswell. Ouais, surtout c'est avec même voilà, c'est avec l'affaire Roswell. Mais il faut savoir que un mois avant l'observation de Roswell, le cas de Roswell, il y a le pilote Kenneth Arnold qui a fait une observation. C'est lui le premier qui a entre guillemets déclenché la presse. 47 aussi, ou c'est un mois avant Roswell, et qui a vu je sais plus 6 ou 7 lumières passer, voilà, devant lui. Passer dans les monts Grenier, c'est ça? Voilà. Au niveau des monts Grenier, en avion, il a vu ça. Et on en parle même jusque dans les guerres républicaines de 1947. Si vous allez à la bibliothèque d'Auxerre, vous ouvrez le journal de guerre républicaine. C'était quel mois? Moi, c'est le mois de juin, je crois. C'est un mois avant. Oui, c'est le 24 juin, le 27. Le mois de juin 1947, dans le journal de guerre républicaine, il y a 2 articles qui concernent cette observation. C'est les radars qui avaient fait raison sur l'espace. Vous expliquez par exemple les jaunes des radars. Alors les radars, enfin c'est pas les radars, c'est des coupoles, des antennes paraboliques entre guillemets. Comme par exemple, on a l'organisme scientifique SETI, qui est là pour rechercher une vie extraterrestre. Donc il y a une grande parabole pour écouter à Arecibo,
en Amérique du Sud, et qui captent des signaux, qui écoutent le ciel. Donc, ils captent les signaux d'une petite partie du ciel, une toute petite partie du ciel, et après on les décode. C'est comme ça qu'on a découvert, par exemple, des soleils doubles qui tournaient, justement des pulsars. On a découvert d'autres choses, et on a aussi découvert un signal vraiment qui n'a pas été répété. Un signal qu'on ne connaît pas. Donc pour l'instant, on ne peut rien dire. C'est-à-dire que pour qu'un signal soit vraiment exploitable, il faut qu'il soit répété plusieurs fois. Pour l'instant, ce signal-là, on ne sait pas ce que c'est. Question de radar, si. Je suis désolé parce que on peut tourner les radars vers le ciel et voir s'il se passe quelque chose avec les radars, puisque c'est ce que fait le NORAD américain pour détecter les missiles balistiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, en orbite de la Terre, il y a plus de 35 000 objets, qui sont tous des ordures spatiales de nos propres lancements. Donc, il est très facile de se cacher au milieu de 35 000 objets. Même si on met un radar vers le haut, on verra exactement. Par contre, avec les radars, ce que Velasco avait fait, pour en arriver à la conclusion extraterrestre du phénomène, lui, il s'était basé que sur les cas ovnis où il y avait une trace radar. C'est-à-dire une personne qui vous dit, un témoignage, il dit j'ai vu une lumière se balader, faire ceci, cela, comme ça, se déplacer en deux droit, à telle heure, tel jour, dans telle région. Il a donc été voir au centre, je sais plus, le centre de radar je sais plus, en France, enfin, il centralise tout, c'est Taverny, c'est Taverny, parce qu'il a accès au domaine radar militaire, donc, il a l'accrédité secret défense et tout ça. Donc il a été voir sur les tableaux radar à ce jour-là précis, et le radariste lui a dit, ben voilà le tracé du radar qu'on a à cet endroit-là, qui correspond à l'observation que vous avez. Et il a trouvé un tracé radar absolument aberrant, qui correspond à aucun avion. Et il a dit, personne dans l'armée de l'air ne peut arriver à expliquer ce que c'est que ce phénomène. Donc ça corrobore, si vous voulez, l'observation qui a été faite, avec une observation absolument intrigante, qui n'a pas d'explication physique, qui n'a pas d'explication réelle pour un objet qui serait, disons, d'origine humaine, qui serait d'origine terrienne. Ça a un comportement tout à fait bizarre. Ça se déplace comme ça, après comme ça, à des vitesses de 2000 km/h. Si vous mettez un organisme humain dans un avion qui fait ça, au bout de ça, deux fois comme ça, il explose. Il est mort. Et donc, les témoignages qui avaient été observés par la personne avaient été corroborés par des tracés radars. Et il s'est basé uniquement là-dessus pour arriver à sa conclusion. Il a fait un livre de théorie, c'est le 12e livre, je crois, pour arriver à la conclusion extraterrestre. Parce que ça ne correspondait pas à un comportement, si vous voulez, d'un avion quelconque qui a une fusée, c'était pas quelque chose de terrestre. On voit qu'il y a une présence, une intelligence derrière. On voit même aussi, il a remarqué que les ovnis survolent régulièrement dans les zones militaires, mais aussi les zones nucléaires. Puisqu'ils sont nucléaires aussi, les ovnis survolent régulièrement, s'intéressent beaucoup au nucléaire. Donc là, on voit aussi qu'il y a une intelligence derrière. Voilà. Donc là, on va faire une pause. Je vais consulter les documents, certains sites internet, on reprendra après, avec des technologies et des documents vidéo. Voilà.
C'est beaucoup par là, parce que sinon, le gouvernement va pouvoir aller vous chercher, pour aller flinguer votre dossier tranquille, s'il y a des mecs en haut, c'est le gouvernement pour là, je parlais de... Parce qu'il y a eu Orson Welles sur les événements, on a eu cette réaction, mais il y en a eu d'autres récemment en démonstration, il y a eu il y a eu la famille aussi, et à chaque fois, vous en faites. Monsieur le fait de développer les gens, mais les zones culturelles, c'est une des fois. Il y a eu au moins qui arrivent par exemple dans le monde soviétique. A new era behind us, Mother Earth.